Personne n'a vu quoi que ce soit. Ce qui m'a sauvé, j'ai couru plus vite. Lorsque je suis sorti de mon immeuble, j'ai vu des gens qui couraient. Jusqu'à ce moment, je n'avais pas réalisé que ça venait de mon usine. Il était environ 1h30 du matin. C'était affreux, vraiment affreux. C'était tellement affreux que je continue à avoir des cauchemars encore aujourd'hui. Les gens pleuraient, criaient, se frottaient les yeux, vomissaient. Il y avait du sang sur le sol. C'était affreux. Les gens étaient morts dans leur maison. Le soir, des militaires, des volontaires et d'autres personnes sont arrivés dans le bidonville. Ils ont arraché les portes des baraques et les corps ont été transportés à l'extérieur. Dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984, une catastrophe s'est produite dans une usine Union Carbide à Bhopal en Inde. Au total, on parle de 20 000 morts et de 300 000 blessés. C'est la plus grande catastrophe industrielle de l'histoire. Parmi les victimes, plus de 6 000 enfants. Puisque c'est l'hiver, le gaz ne peut pas se dissiper. Vu que Bhopal est un nœud ferroviaire, cela multiplie le nombre de morts et de blessés. 358 000 blessés. Beaucoup sont touchés aux yeux. Beaucoup souffrent de problèmes immunitaires, neurologiques, cardiaques, hormonaux et respiratoires. Les générations suivantes souffriront de nombreuses malformations. Elles connaîtront des problèmes de croissance. Les habitants de Bhopal accusent Warren Anderson, le PDG de Union Carbide. De nombreuses protestations se font entendre, mais en vain. 25 ans après, le site existe toujours. Et la justice n'a toujours pas été rendue à Bhopal. En 1978, Union Carbide et le gouvernement indien construisent l'usine de Bhopal destinée à produire des engrais. Dans les années 80, cette usine connaît de graves soucis financiers. Et, pour équilibrer ses comptes, elle doit réduire ses frais de production en négligeant en particulier la sécurité. C'est justement ces conditions de sécurité insuffisantes qui amènent un ouvrier inexpérimenté à commettre l'irréparable. Lors d'un nettoyage, il verse de l'eau dans un tuyau communiquant avec un silo où l'émissé est stocké. Cette erreur provoque la plus grande catastrophe industrielle de tous les temps. À 700 km de New Delhi, la ville de Bhopal, autrefois appelée la ville de la joie, est aujourd'hui une ville porteuse d'un lourd passé. En effet, la population vit encore avec les conséquences de la catastrophe. Malgré la bonne humeur des gens, les problèmes demeurent. Le site de l'ancienne usine, reprise par Dow Chemicals, n'a toujours pas été démantelé ni décontaminé. Au lendemain du drame, Union Carbide a vendu tout le matériel en bon état et a délaissé le reste. Les laboratoires n'ont toujours pas été nettoyés. Les bouteilles contenant des produits chimiques sont à même le sol et laissent échapper une odeur nauséabonde. L'usine est aujourd'hui interdite au public à cause du danger que représentent ces substances et de la mauvaise image qu'elles donnent au gouvernement indien. Malgré les nombreuses interdictions et les peines de prison infligées, certaines familles continuent à vivre sur le site, ce que n'ignorent pas les autorités. Le gouvernement indien, avec une aide financière de 90 millions de francs accordée par Union Carbide, a construit 6 hôpitaux destinés à soigner les 358 000 blessés de la catastrophe. Ces hôpitaux, bien qu'ils sont dans un état pitoyable, sont les mieux équipés de la région et les gens aisés s'y rendent alors qu'ils ne sont pas des victimes. Les médecins leur laissent la priorité car ils peuvent payer. Nous avons 100 à 150 patients dans l'hôpital.
La plupart nous ont été adressés par d'autres hôpitaux. Est-ce qu'il est facile d'obtenir des soins médicaux ici? Cela dépend de la gravité. Les cas graves sont prioritaires pour entrer dans l'unité de soins intensifs. Par contre, les cas moins graves sont régis par le règlement habituel. Nous donnons la priorité aux victimes touchées par la catastrophe. Comment vous savez qu'il s'agit de victimes de la catastrophe? Il y a quelques petites formalités à effectuer. Il faut d'abord montrer le patient à un médecin qui lui fera un scan. Ensuite, il faut apporter ces clichés chez un radiologue. S'il s'agit d'une urgence, il vous le fera savoir. Sinon, c'est OK. Autour de l'usine se sont formés, après l'explosion, plusieurs bidonvilles. Les conditions de vie y sont déplorables. Encore plus de gens se sont installés près de l'usine, de l'autre côté. Il y a 23 000 personnes qui vivent là-bas. Ils sont venus habiter là parce que c'était une jungle en ce temps-là. Ces gens n'avaient nulle part où aller. Ils n'avaient pas d'argent pour louer ou pour acheter des maisons. Alors ils ont construit des baraques et des abris de fortune. La plupart des gens qui habitaient à côté de l'usine étaient pauvres, très pauvres. Ils n'avaient pas le choix. Voici l'endroit qui a été le plus touché le soir du drame, surtout au niveau du sol et de l'eau. Le gouvernement indien n'a pas fait évacuer les lieux, car déplacer une telle population est impossible. Toutefois, quelques aménagements ont été apportés. Par exemple, les pompes à eau ont été barricadées et d'énormes citernes en plastique les ont remplacées. Il n'y a plus d'eau. Le camion-citerne vient tous les 2 jours. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Mais il n'y a pas d'eau dans ces citernes noires. De ce fait, les pompes sont encore utilisées car les protections sont insuffisantes. Vous savez qu'il s'agit d'eau contaminée? Oui, on le sait. C'est comme si on buvait du sel. Alors pourquoi vous la buvez? Parce qu'on n'a pas assez d'eau. La population est donc obligée de boire de l'eau non potable. Toute l'eau qui est dans cette région est de l'eau contaminée. Et la plupart des enfants nés de parents qui ont consommé cette eau ont des déformations congénitales. Le sol et les nappes phréatiques sont contaminés, bien que le gouvernement prétende le contraire. Vous pouvez voir ces feuilles de plastique qui sont censées protéger le sol. Mais les gens vivent juste à côté. Il y a de la poussière qui vole dans l'air. Les vaches broutent l'herbe. Plus d'1 million de personnes ont demandé des compensations. Et pour le gouvernement a commencé, en 1992, un très long processus de distribution. Selon les autorités, 90% de la population a été dédommagée et 400 personnes seulement sont en attente. Toutefois, certains considèrent que ces chiffres ne correspondent pas à la réalité. Je dirais que le gouvernement indien a dépensé plus de 1 million de francs. Non. Oui, 100 000 francs. 100 000 francs. Les familles des personnes décédées ont reçu en compensation 2 000 francs. Nous avons reçu une indemnité de 14 000 francs pour les membres de ma famille qui sont décédés. Et chaque survivant a également reçu une indemnité de 500 francs. Mais ils n'ont pas donné les mêmes montants à chaque famille. Ça dépendait de leurs revenus. Ces indemnités étaient attribuées sur la base de devis et elles atteignaient le plus souvent des montants allant de 2 000 à 6 000 francs. Si on voulait intenter toutes les procédures judiciaires, cela aurait duré très longtemps. Alors c'est un peu comme lorsque vous êtes dans le besoin. Le fait de recevoir un demi-verre d'eau est beaucoup mieux que de recevoir 5 verres d'eau lorsque vous n'aurez plus soif. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce qui est le plus triste, c'est qu'après la conclusion de l'accord, les victimes ont dû attendre une éternité avant de recevoir effectivement ces compensations. Cela
parce que la procédure s'est étirée en longueur due à l'incapacité de la bureaucratie indienne et à de nombreuses tracasseries administratives. Les autorités indiennes ont très mal géré cette affaire, pratiquement à tous les échelons. Peut-être que la réaction du gouvernement aurait été différente si les personnes lésées avaient été riches. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes riches qui ont été affectées par cette catastrophe. Donc il s'agit clairement d'une ségrégation sociale. Si on se base sur des normes internationales, on peut dire que les indemnités n'étaient pas assez élevées. Mais si on se base sur des normes indiennes, alors je dirais que les indemnités versées étaient correctes. La catastrophe a donné lieu à une grande bataille judiciaire. Actuellement, 2 procès sont encore en cours devant la justice indienne contre Union Carbide. Ils concernent les soins médicaux ainsi que la pollution du sol et des nappes phréatiques. Mon implication dans ce procès consiste à intervenir devant la Cour suprême pour faire valoir que les victimes n'ont pas bénéficié d'un suivi médical suffisant pour leur réinsertion. Tout d'abord, l'État du Madhya Pradesh ainsi que l'entreprise Dow Chemical devraient endosser les responsabilités pour ce qui s'est passé et devraient par conséquent prodiguer aux victimes des soins médicaux plus appropriés. Deuxièmement, nous avons comparu devant la Cour suprême de justice pour exiger que le site de l'usine soit nettoyé. Nous avons aussi demandé à la Cour suprême d'ordonner que les déchets toxiques qui sont entreposés sur le site soient évacués. Les nombreux problèmes financiers causés par la catastrophe ont conduit Union Carbide à la faillite. Elle a été rachetée en 1999 par Dow Chemicals. Pourtant, bien que celle-ci soit légalement responsable du passif d'Union Carbide, elle conteste toutes les responsabilités en la matière. Je crois que le message est que Union Carbide a été détruite. Je pense que si cette entreprise avait été dirigée selon un code éthique, elle aurait survécu. Mais puisqu'elle était avide de profit, elle gérait ses affaires avec des moyens contraires à l'éthique. On a retrouvé toutes sortes de notes parmi les documents qui attestent, vous savez, que l'entreprise Union Carbide en Virginie occidentale savait comment l'usine de Bhopal avait été construite. Elle était consciente qu'elle pouvait mettre en danger la vie des gens qui habitaient la région. Et malgré ça, ils s'en fichaient. Manifestement, ils n'accordaient aucune importance à la vie des populations du tiers-monde. Je veux dire qu'ils n'auraient pas agi de même si l'usine avait été en Virginie occidentale. Et bien entendu, les mesures qu'ils auraient prises auraient été complètement différentes. Je crois que le message est très clair. Les entreprises multinationales doivent absolument accorder une plus grande importance au bien-être des populations des pays en voie de développement. 7 ans plus tard, il y a eu le naufrage de l'Exxon Valdez. Vous vous souvenez de ce pétrolier? Les sommes qui ont été versées par Exxon Valdez pour chaque oiseau qui a été nettoyé étaient probablement plus importantes que celles que Union Carbide a payées pour chaque personne tuée, pour chaque être humain tué. Bien sûr que Union Carbide aurait pu faire beaucoup mieux. Mais vous savez, les entreprises sont créées pour gagner de l'argent, pas pour en donner. Donc, c'était clair qu'elle allait se battre et qu'elle allait prétendre que ce n'était pas sa faute, qu'il s'agissait d'un accident. Même aujourd'hui, si vous essayez de connaître la cause réelle de l'accident, vous entendrez plusieurs versions différentes. Tout cela a eu pour conséquence que Union Carbide a dû cesser son activité en tant qu'entreprise. Je crois que Dow l'a racheté.
elle a racheté ses actifs et passifs. Mais Dow n'accepta pas le passif de la compagnie. Et en définitive, si je dois marchander avec vous pour une faute que vous avez commise, et si le marchandage n'est pas mon fort, vous essayerez de minimiser votre faute. Depuis 1984, de nombreuses ONG se sont créées pour soutenir la cause de Bhopal. L'une des plus réputées est la Samvana Trust Clinic. Située non loin du site de l'usine, on y soigne les gens avec des médecines douces. Elle a été financée à 85% par des Indiens et des Britanniques. Le journaliste Dominique Lapierre a également participé. Qui est-ce qui finance tout ça? Voilà une question intéressante. Nous ne recevons pas d'argent de fondations importantes ou d'associations caritatives. L'argent nous est versé par des personnes privées. Nous avons entre 10 000 et 15 000 donateurs. Par ailleurs, 2 femmes victimes de la catastrophe ont formé la Shangari Trust, destinée à venir en aide aux enfants qui subissent encore aujourd'hui les conséquences de l'explosion. Ici, c'est un centre de rééducation. En ce moment, nous avons 170 enfants en rééducation. Tous ces enfants appartiennent à des familles qui ont été touchées par la tragédie? Oui, certains parents ont été affectés par les émanations de gaz. D'autres vivent dans des régions où l'eau est contaminée. La plupart des ONG travaillent ensemble. Ce n'est pas le cas du centre d'Abdou Jabbar. दरअसल सबसे पहले तो ये कि हम लोग ना कोई ट्रस्ट है ना कोई एनजीओ है। Nous ne sommes pas une fondation, nous ne sommes pas une ONG. Nous nous considérons comme un groupe de pression dont le but est de sensibiliser le public. Nous sommes pour ainsi dire un centre de réinsertion économique. Nous essayons de former les gens qui sont affectés par cette tragédie pour leur permettre d'acquérir un bagage professionnel. Dans ce centre, on apprend à utiliser un ordinateur, mais aussi à coudre des saris pour les vendre. L'action de certaines ONG est critiquée car on leur reproche de profiter financièrement de la situation. Il y avait même des différences entre les ONG. Chaque ONG essayait de faire dévier le problème dans une autre direction. Cela a créé une certaine confusion parmi les victimes. Mais à la base, une chose que les pauvres comprennent bien, c'est le langage de l'argent. Donc lorsque quelqu'un leur disait « Suivez-moi, vous recevrez de l'argent si vous me suivez. Et si votre indemnité n'est pas suffisante, vous en recevrez une meilleure. » Alors ces gens suivaient. On a l'impression que certaines ONG font cela dans un but lucratif. Oui, c'est le cas pour beaucoup d'entre elles. Vous savez, c'est devenu une source continue de revenus pour elles. Même des gens qui n'ont rien à faire ici viennent ici. Je ne veux pas citer de nom, mais j'en connais qui ont passé 15 jours par mois à l'étranger. Ils voyageaient par-ci par-là pour diverses causes, donnant des conférences. Ça doit être très lucratif pour eux. Je considère que les ONG et les fondations qui ont été créées à Bhopal agissent par appât du gain plutôt que par esprit de charité. Il est vrai que je ne suis pas entièrement d'accord avec le mode de fonctionnement des ONG. Mais je les défends quand même pour une seule raison. Quoi qu'elles fassent, au moins c'est grâce à elles que l'on continue à parler de cette tragédie. Autrement, cette histoire serait tombée dans les oubliettes depuis longtemps. Malgré toutes les actions menées, rien n'a réellement changé à Bhopal. L'usine est toujours là. Chaque jour, 8 habitants meurent des conséquences de la catastrophe. Et les responsables n'ont toujours pas été inquiétés. Mais pourquoi la justice ne parvient-elle pas réellement à punir les coupables?
Il y a à cela plusieurs raisons. D'une part, l'affaire est extrêmement complexe. D'autre part, l'Inde est un pays émergent qui ne souhaite pas envoyer au monde économique une mauvaise image. En outre, l'organisation de la société diffère de celle du monde occidental. Le rapport au temps et à la mort, par exemple, n'est pas le même que le nôtre. Enfin, n'oublions pas que les victimes sont des pauvres, qui, quel que soit le continent, ont toujours plus de mal à faire valoir leurs droits. Rien n'a changé. Je suis sûr que si une autre usine Union Carbide était construite à Bhopal de nos jours, eh bien, un même accident pourrait se reproduire. 25 ans après, la justice n'a toujours pas passé à Bhopal. Et peut-être ne passera-t-elle jamais.